Bonjour, nous recevons Richard Malka. Richard Malka, vous êtes avocat au chômage. Oui, on peut dire ça. Les audiences... Et non, en fait, au chômage, c'est pas vraiment le bon mot, puisque qui dit chômage dit indemnisation. Nous, il n'y a pas de chômage ni d'indemnisation. Là, on se Pas de filet de parle... sécurité. Vous êtes dans votre appartement parisien, les audiences sont suspendues, la justice est aux abonnés absents. Oui, les tribunaux sont fermés. Il n'y a pas de télétravail pour les tribunaux? Non, il y a uniquement les audiences très urgentes. Bon, voilà, il y a en réalité plus aucune activité. Je crois qu'il y a un sondage qui a été fait par le Conseil national des barreaux, disant qu'un quart des avocats étaient en situation de dépôt de bilan et 28% veulent arrêter la profession. C'est l'inconvénient des indépendants. Alors, au-delà de ce problème pécuniaire, évidemment important, Nicolas Bavrez, dans Le Point de la semaine passée, estime qu'il y a un krach des libertés publiques en ce moment. Il parle d'un régime d'exception qui a été mis en place, qui va même au-delà de l'état de siège et de l'état d'urgence qui était défini par l'article 16. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense pas grand-chose. Je crois qu'on se fait peur pour rien et qu'on hurle au loup sans nécessité. Il y a un état exceptionnel. Franchement, on parle de protection de la vie privée. On passe notre temps, nous-mêmes, volontairement, à donner nos données personnelles à des centaines de sites. N'importe quel site de taxi peut vous géolocaliser parce que c'est plus agréable d'être géolocalisé que de taper notre adresse quand on appelle un taxi. Donc vous préférez... J'ai beaucoup moins peur d'Édouard Philippe que de Google. Même si le Premier ministre nous confine par décret. C'est une décision qui est acceptée par la majorité des Français et en réalité par 4 milliards d'êtres humains. Qui peut imaginer que ce soit pour nous priver de liberté gratuitement? On peut contester, pas contester le choix politique. Enfin, il n'y a pas de volonté liberticide derrière ce choix. Quand Bavrez dit que le Parlement a abdiqué son rôle de contrôle de l'exécutif, qu'il a examiné la loi d'urgence sanitaire en 2 coups de cuillère à peau, que la loi économique, de soutien économique n'a même pas été présentée au Parlement, contrairement aux États-Unis, là aussi vous n'êtes pas d'accord? Je suis pas d'accord. Je pense que c'est des défenseurs de liberté de salon. C'est pas les menaces sur les libertés ne sont pas là. Ma thèse, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'État qui est liberticide. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui demandons des restrictions de la liberté d'expression. C'est nous-mêmes, en réalité, qui demandons encore plus de restrictions de liberté de mouvement. Je ne sais pas si vous avez vu ces actualités sur les joggers dans le commissariat. Les quoi, pardon? Sur les dénonciations qui arrivent dans les commissariats. La maire du 20e arrondissement a demandé qu'on arrête d'appeler les commissariats pour dénoncer son voisin qui ne respecterait pas le confinement. Les maires eux-mêmes veulent rajouter des restrictions de mouvement et la population elle-même demande ces restrictions. On supporte de moins en moins les joggers. Oui, effectivement. Alors, vous parlez à un concerné puisque je suis un jogger. Parfois, il y a des décisions un peu aberrantes, comme celle de la maire de Paris, parce qu'on se retrouve tous à jogger entre 19 et 20 heures. Tous ensemble, enfin, oui. Voilà. Mais alors, vous avez été l'avocat, vous êtes toujours l'avocat de Charlie Hebdo, vous l'avez été dans des circonstances dramatiques, tout le monde s'en souvient, vous avez perdu des amis. La menace terroriste, semble-t-il, n'a pas disparu, d'après ce qu'on entend. Est-ce qu'on a eu raison de parler de guerre sanitaire comme George Bush parlait de guerre contre la terreur? Ça, c'est des mots politiques pour mobiliser les troupes, c'est-à-dire le peuple. Évidemment, c'est pas le bon mot. Il n'y a pas de guerre. Le virus n'est pas un être humain. Le virus ne pense pas. La nature ne se venge pas parce que la nature ne réfléchit pas non plus. C'est des extrapolations, c'est des métaphores qui sont pas très justes. Corrigé d'ailleurs par le président allemand, qui a dit qu'en fait on était face à un devoir d'humanité. Il a raison. Je trouve que ce sont des mots qui sonnent plus justes
que la phraséologie guerrière. Et néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas un grand politiquement correct dans ce J'ai devoir dit, du... les Allemands sont meilleurs que nous dans cette crise quand même depuis quelque temps. Ça, c'est incontestable. Et est-ce qu'il n'y a pas finalement aussi... on alimente la psychose finalement, et aujourd'hui, le pays est à l'arrêt, et le déconfinement s'avère difficile. Va s'avérer difficile. Il y a une psychose, mais qui est naturelle. La peur crée des psychoses. On a peur. On a peur de mourir. D'ailleurs, quand on a Enfin, peur c'est de quand mourir, même un virus qui ne tue que 2% des gens infectés. oui, mais on connaît tous des personnes âgées dans notre entourage. Si on n'a pas peur pour nous, on a peur pour elles. Mais cette problématique de la peur est liée à la problématique des libertés. Vous savez, les libertés, c'est une exigence secondaire de l'être humain. D'abord, on veut rester en vie. C'est ça la plus grande liberté. Pour rester en vie, il ne faut pas avoir peur d'être trucidé quand on sort de chez soi, soit par un agresseur, soit par un virus. Et il faut pouvoir manger. Donc, la première chose que les êtres humains Apparemment, ce font, qui pose problème dans certaines banlieues d'ailleurs qui vivent le confinement très différemment des campagnes où les gendarmes font du zèle alors qu'il n'y a personne, alors que dans les banlieues, on ne sait pas trop ce qui se passe en ce moment, mais c'est assez c'est chaud. moins respecté. Oui. Ah oui, mais c'est dû aussi à la condensation Pauvreté. de la population. Dans les campagnes, vous n'avez pas grand monde, c'est beaucoup plus facile de se confiner. Alors, il y a un rapport c'est plus les RG, on parle plus des RG maintenant, mais des services de renseignement intérieur qui craignent une explosion sociale à la fin du déconfinement, en tout cas une radicalisation des mouvements d'ultra-droite et d'ultra-gauche. C'est votre sentiment ? Je crains toujours la colère des peuples parce qu'elle est mauvaise conseillère. La colère était déjà très présente avec les Gilets jaunes. Je crains qu'elle ne soit exponentielle. Vous savez, on parle beaucoup du monde d'après qui devrait être meilleur. J'y crois pas un instant. La preuve étant que personne n'est d'accord sur ce que devrait être le monde d'après. Les écologistes trouvent que c'est le moment pour la transition énergétique. L'extrême gauche pense que c'est le moment pour abolir le capitalisme. Les souverainistes pour établir les frontières. Et le PS ne pense rien comme d'habitude. Donc ça veut dire que à peu près tout le monde se radicalise dans sa pensée. Il n'y aura pas plus de consensus, il y aura plus de dissension et effectivement probablement plus de violence. Est-ce que tous les défauts de l'État ne réapparaissent pas à l'occasion de cette crise ? Un État finalement hyper centralisé, qui s'est montré peu réactif sur la gestion de cette crise sanitaire, et qui finalement va s'alourdir encore plus, devenir encore plus obèse du fait du poids des dépenses publiques. Surtout un État qui était, dès l'origine de cette crise, déjà très contesté, et ça c'est un énorme problème, et c'est toute la différence avec l'exemple allemand, où la population fait confiance dans cette crise à Angela Merkel. Là, on est parti Mais pas seulement l'Allemagne, même en Italie. Le président Conte a pris du poil. À l'origine, une défiance maximale à l'égard de ce gouvernement. C'est la pire des manières d'aborder une crise comme celle-ci. Donc effectivement, ça ne fait qu'empirer. Alors, pendant la crise, il y a... on ne peut pas faire grand-chose, donc il n'y a pas de contestation. Mais après le 11 mai, effectivement... On va avoir une double crise économique, sociale et politique. Oui, et je pense que c'est le moment d'avoir une initiative politique ou institutionnelle forte. Du genre, gouvernement d'union nationale ? Je ne sais pas, je ne suis pas politique, mais je ne suis pas sûr que ça ne passe que par la composition du gouvernement. Je pense que notre démocratie, clairement, aujourd'hui, a besoin de respirer et de souffler un peu plus. Et ça pose la question des institutions. Vous aviez quand même, même si vous voulez nuancer les atteintes aux libertés publiques qui se produiraient en ce moment, eu une vision un peu anticipatrice lorsque vous avez écrit, parce que vous êtes aussi un écrivain, le livre Tyrannie, dans lequel vous suggériez qu'un dictateur puisse masquer les enfants. Oui, j'interrogeais en fait, cette phrase merveilleuse de Dostoïevski, qui est un peu centrale dans mon livre, il n'y a rien que l'homme ne préfère à sa liberté si ce n'est l'esclavage. C'est très juste. C'est-à-dire que la liberté fait peur.
et qu'on le voit bien à l'échelle du monde. Combien de démocraties aujourd'hui sont en train de passer à des régimes, à ce qu'on appelle des démocraties illibérales, c'est-à-dire des régimes un peu plus autoritaires. Et elles le font volontairement. Ce qui me fait peur, c'est pas, encore une fois, Macron et Édouard Philippe, c'est ce qui pourrait arriver après. C'est ce que la colère du peuple pourrait produire ensuite comme choix politique. Et effectivement, c'est rassurant à un moment d'avoir un homme fort, autoritaire, quitte à abandonner quelques-unes de nos libertés, parce qu'encore une fois, ce que le peuple demande en premier, c'est de la sécurité, c'est pas de la liberté. Ce danger-là, il est en nous, et il faut y faire extrêmement attention, et c'est une crainte. Vous voulez dire que Marine Le Pen, qui était déjà, non pas favorite, mais en tout cas sérieux challenger, a un boulevard devant elle? D'autant qu'elle a été quand même une des premières à annoncer qu'il fallait prendre cette crise au sérieux. Oui, enfin, c'était aussi une des premières à vouloir que le second tour des élections municipales ait lieu. Donc, elle l'a démenti, ça. Oui, elle l'a démenti comme d'autres, mais enfin, il semble que ça ait été la réalité quand même. Marine Le Pen ou d'autres, pas forcément peut-être Marine Le Pen, peut-être l'extrême gauche, peut-être un populiste qu'on ne connaît pas encore, je ne sais pas, mais en tout cas, le risque, il y a une demande d'autorité, il y a un discrédit de la démocratie qui est préoccupant et qui s'exprime de bien des manières. Alors, puisque vous êtes au chômage, ou en tout cas à l'arrêt sur le plan professionnel, vous consacrez à votre deuxième passion, qui est l'écriture et la bande dessinée. Alors, je me consacre d'abord à finir mon deuxième roman. Ça, c'est bien, vous savez, quand on écrit, en fait, on s'ennuie jamais et on a l'habitude d'être confiné parce que tous les auteurs vivent comme ça pendant plusieurs semaines par an. On est dans sa bulle. Et puis, j'avance aussi dans un beau projet qui est l'adaptation en bande dessinée du magnifique roman de Robert Badinter sur sa grand-mère Itis. Richard Malka, je vous remercie. Merci à vous. Protégez-vous bien, selon la formule consacrée. Et on se retrouve demain sur TBO et TB Sud avec un nouvel invité qui sera Bernard Poignant, l'ancien conseiller élyséen de François Hollande et puis également ancien maire, député maire de Quimper. À très vite.